D'abord, dans quel contexte avez-vous décidé d'entamer une procédure, une démarche de prospective? Pourquoi? Pourquoi vous en êtes venu là? Ben, à vrai dire, ça faisait 9 mois environ que le comité Rivière travaillait à la question des risques d'inondation à Saint-Raymond. Il y avait déjà eu des sessions d'information, de consultation. On entamait un peu un processus de concertation qu'on sentait se mettre en place. Et on sentait qu'il était peut-être temps pour le comité Rivière, qui est un comité citoyen, de passer à une autre étape, un autre niveau d'implication de leur part, mais également sortir de la rivière pour faire en sorte que leur implication soit maximisée. Donc, pas travailler sur le contrôle de l'aléa, qui, de manière générale, ou dans le contexte de Saint-Raymond, était déjà pris en charge par des ingénieurs de l'Université de Laval, mais plus se tourner sur tout ce qui est l'aspect communautaire, territorial, de la gestion des risques d'inondation. Je me suis principalement attardé à faire une revue littérature, aller plus loin dans ce qui était le concept de vulnérabilité, puis suite à des ateliers de transfert, notamment avec la RUC, j'ai été interpellé par un peu le buzzword de la résilience. J'ai vraiment exploré ces concepts-là, vu comment à l'international d'autres comités avaient pu travailler ces concepts-là. C'est essentiellement sur cette base-là. Puis ensuite, du plan directeur de l'eau qui faisait déjà état de l'enjeu sécurité, problématique d'inondation. Puis là, vous avez déterminé aussi une question structurante. Oui, ben c'est ça. Avec la résilience, on s'est rapidement rendu compte que le système étudié, c'était celui de la communauté de Saint-Raymond, le système un peu social. Donc, c'était de vraiment le voir faire une question qui allait être en mesure de traduire les concepts avec lesquels on voulait travailler, mais qui allait être également comprise par la plupart pas par la plupart, mais par tous les membres du comité Rivière. Puis là, suite à ça, c'était l'autre étape d'après, le cadrage encore du projet un peu, mais là, tout le comité, tout le monde, qui ont décidé de s'impliquer dans le projet. Donc ça, comment ça s'est passé? Finalement, on a fait un peu un tour de table où chaque citoyen, même la ville, a également utilisé son droit de parole, si on veut, lors du déjeuner pour dire son idée, donner son approbation ou non. Puis la plupart, pour ne pas dire presque tous les citoyens ont décidé de continuer à s'investir. Il y avait vraiment à ce moment-là, il y avait aussi une situation de confiance qui existait, une relation de confiance entre la ville, le comité de citoyens et la CAPSA qui était probablement un petit facteur de succès de cette démarche-là. Puis après ça, là, c'est les étapes subséquentes, c'est vraiment là où les discussions autour de prospective commencent à être plus sérieuses et structurées. Donc le deuxième atelier, c'est l'identification des facteurs d'influence. Donc comment vous avez procédé pour identifier tous ces facteurs-là? Suite un peu autour de table, vu que ça faisait assez consensus que le comité voulait aller de l'avant avec ce projet-là, le devoir un peu qui leur était demandé, c'était de nous transmettre avant la prochaine réunion, qui serait le premier atelier, 5 photographies de paysages significatifs de Saint-Raymond, parce qu'en travaillant sur la communauté, ce qui est important, c'est de garder en tête toujours les valeurs, leurs valeurs, les valeurs de la communauté. Donc, c'était de nous transmettre 5 photographies pour lesquels on allait utiliser dans l'atelier numéro 1 pour identifier différents éléments ou plutôt peut-être facteurs de résilience. Les photographies nous servaient à identifier différentes choses qui se trouvaient dans la communauté qui pourraient être éventuellement utiles à augmenter la résilience de la communauté. Puis après ça, là-dedans, vous avez eu à regrouper tous les différents facteurs que vous avez identifiés. C'est ça, il y a plusieurs facteurs qui ont été mentionnés. Là. Je pense que c'est près d'une 60aine de facteurs. Comme par exemple? Comme par exemple le prêtre de l'Église qui dans la communauté est un important vecteur de communication, mais qui finalement un pouvoir de diffusion de l'information que le comité lui-même n'avait pas. Le prêtre, je parle du prêtre, mais c'est n'importe quelle autre organisation, le Club de Lyon, le groupe Scout. Donc, 60 environ facteurs qui ressortent. Comment rendre ça un peu
propre à gérer, ben, c'était en faisant des regroupements, là, puis c'est rapidement que ça prend pas vraiment de temps à faire. C'est rapidement qu'on se voit qu'il y a toute la dimension politique des facteurs de résilience qui peuvent être mis ensemble. Il y a tout ce qui est service à la communauté, ce qui est environnement bâti, naturel, qui font des groupes finalement qui sont plus intelligibles par la suite pour les catégories. Des catégories pour. Le troisième atelier, on pourrait dire que c'est le cœur de la démarche de prospective. C'est là qu'on parle d'établissement des scénarios. Donc des scénarios probables, souhaitables, qu'est-ce qui pourrait arriver. On essaie de se projeter dans l'avenir. Fait que dans votre cas, comment avez-vous identifié ces différents scénarios-là? De la manière qu'on a procédé, comme on disait tantôt, c'est les valeurs qui étaient au centre de tout ça. On a utilisé une ligne du temps pour là, vraiment expliciter quelles étaient les différentes tendances là, qui s'appliquaient à cette communauté-là, quelle était la vision pour cette communauté-là de résilience aux inondations, où est-ce qu'on se voyait dans 30 ans. Rapidement, on s'est rendu compte, vu l'âge de nos membres, qu'une vision sur 5 ans, c'était plus propice. Il y a également l'identification de moments clés, pour ensuite établir les différents scénarios à ces moments clés-là. Par exemple, l'élection du prochain maire, qui est beaucoup interpellée par la prochaine élection municipale, qui est interpellée par le comité Rivière. Mais dans le meilleur des scénarios, c'est que le prochain maire soit aussi favorable à entretenir des bonnes relations avec le comité Rivière. Dans le pire des cas, il ne veut plus rien savoir, puis il met fin à la collaboration qu'il y a. Donc, puis vous avez déterminé des orientations pour chacune de ces possibilités-là. Oui, c'est ça. Je parlais tantôt des tendances, les valeurs, mais il y a également eu tout un travail sur les orientations qu'on doit se donner pour, un peu comme une planification stratégique naturelle, de se donner des orientations. Puis dans notre cadre, on le fait par rapport aux différents regroupements des facteurs de résilience. OK, donc ça, vous avez établi combien de scénarios? Plusieurs pour différentes... C'est finalement, si on fait la mathématique, c'est 2 scénarios. Soit celui probable ou souhaitable. Ouais. 2 scénarios par orientation, par moment clé. Je pense qu'on avait, sur 5 ans, il devait y avoir une 12aine de moments clés, 4 orientations, donc, puis ça fait 8 fois 12, 96, je crois, si je ne me trompe pas. OK. Puis, ça, c'est tous les scénarios possibles. Mais là, après ça, vient le 4e et dernier atelier où on parle de plan d'action, puis du scénario vraiment possible, tout ça, puis j'imagine que vous avez sélectionné des choses là-dedans. Vous n'avez pas tout pris ou vous avez tout mis dans le plan d'action? En fait, on a tout mis dans le plan d'action, là, autant ce qui résultait des scénarios possibles que ceux, ou plutôt probables que souhaitables. C'est vraiment, là, avec cette démarche-là, je trouve que le plan d'action a découlé de lui-même, c'est-à-dire les orientations étaient déjà là. Lorsqu'on parlait des objectifs, les gens, c'était rapidement clair quel était l'objectif face au scénario qu'eux-mêmes proposaient. Les actions aussi se mettaient rapidement en place, les moments clés servaient à déterminer les échéanciers. Donc, c'était vraiment juste une question de passer un peu de la ligne du temps qui nous a servi à assir là, toutes ces informations-là à un cadre un peu plus classique de orientation, orientation, objectif, action, échéancier, là, comme ce qu'on retrouve dans la plupart des PDF. En conclusion, ça a bien fonctionné, ça a bien été, c'est une démarche... C'est sûr que c'est une démarche qui prend beaucoup de temps, qui doit vraiment, peut-être à laquelle doit exister là, déjà une certaine relation de confiance. C'est dire que, comme je disais au début, l'objectif au départ c'était de renforcer l'implication dans le processus de concertation d'acteurs, mais il était donc déjà mobilisé sur la question. Là. On partait pas de nulle part. Puis là, c'est toute la question. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la mise en œuvre de leur propre plan d'action aussi, mais c'est quelque chose qui déjà avance assez bien, là, je pense. Surtout s'ils l'ont fait, tout le monde a participé, donc c'est un plan d'action que tout le monde s'est approprié. Puis au niveau, c'est vraiment une façon d'avoir renforcé les capacités des acteurs eux-mêmes. Là. Il y a toute leur langage aussi là, qui nous permet un peu d'évaluer le succès. Là. On parle plus seulement de contrôle de l'inondation, de maintenir la rivière dans son lit. On est conscient des risques seulement d'inondation.
on peut presque adresser là, des questions d'adaptation au changement climatique plus global, vu on dirait la complexité qu'ils sont prêts à accorder là, à la question des risques d'inondation.